Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séquence dédiée aux outils de recherche et de données. Je suis Sylvana Aïhonsi, directrice exécutive de l'ONG Agromec Bénin, environnementaliste juriste de formation. Les outils de recherche et de données couvrent un large éventail de logiciels, de plateformes et de méthodes utilisées pour collecter, organiser, analyser et visualiser des informations. Ils sont essentiels pour les chercheurs, les analystes de données, les entreprises et les organisations qui cherchent à extraire des informations pertinentes à partir de vastes ensembles de données. Quelles sont les méthodologies de recherche utilisées? Nous avons la méthodologie de recherche qualitative. Il existe plusieurs méthodologies de recherche qualitative, chacune ayant ses propres spécificités et applications. Voici les principales. L'étude de cas, encore appelée case study. Cette méthode se concentre sur l'examen approfondi d'un phénomène, d'un individu, d'un groupe ou d'une organisation unique dans son contexte réel. Elle vise à comprendre la complexité du cas et à en tirer des leçons générales. L'ethnographie. Cette approche issue de l'anthropologie consiste à étudier les cultures et les sociétés humaines en observant leur comportement, le comportement des individus dans leur environnement naturel. L'ethnographie se base sur l'observation pertinente où le chercheur s'immerge dans le groupe étudié pour comprendre ses coutumes, ses croyances et ses pratiques. La phénoménologie. Cette méthode cherche à décrire et à interpréter les expériences vécues par les individus. Elle vise à comprendre la perception subjective d'un phénomène, d'un événement ou d'une situation. Le chercheur s'intéresse à la manière dont les personnes donnent un sens à leur propre vie et à leurs expériences. La théorie ancrée. Cette méthode vise à construire une théorie à partir des données recueillies sur le terrain, plutôt que de tester une théorie préexistante. Le chercheur, dans ce cas, analyse des données interactives en les comparant et en les codant pour faire émerger des concepts, des catégories et des liens qui formeront la théorie. La recherche-action. Cette approche vise à résoudre un problème social ou organisationnel en impliquant les participants dans le processus de recherche. Le chercheur et les participants travaillent ensemble pour identifier un problème, planifier une solution, la mettre en œuvre et évaluer les résultats. La recherche narrative. Cette méthode se concentre sur les récits de vie des individus pour comprendre leur expérience. Le chercheur collecte et analyse les histoires personnelles, les journaux intimes, les lettres ou les entretiens pour explorer la manière dont les gens donnent un sens à leur vie à travers le temps. L'analyse du discours. Cette méthode étudie la langue et son utilisation dans des contextes sociaux. Elle vise à comprendre comment le discours façonne la réalité sociale, les relations de pouvoir et les identités. Le chercheur examine le langage dans des contextes de conversation, des médias ou des documents pour en dégager les significations sous-jacentes. Au point 2, nous allons aborder la collecte et l'analyse des données quantitatives. La collecte et l'analyse de données quantitatives sont au cœur de la recherche et de la prise de décision dans de nombreux domaines de sciences sociales, à l'économie, en passant par le marketing. Voici une présentation détaillée des concepts clés. Qu'est-ce que les données quantitatives? Les données quantitatives sont des informations numériques qui peuvent être mesurées, comptées et analysées à l'aide de méthodes mathématiques et statistiques. Elles se distinguent des données qualitatives qui sont des informations non numériques, c'est-à-dire des textes ou des images, et qui visent à comprendre un phénomène en profondeur plutôt qu'à le mesurer. Les données qualitatives répondent à des questions comme combien de fois, dans quelle mesure. Elles sont subjectives, mesurables et permettent de tester des hypothèses et de faire des généralisations sur une population plus large.
La collecte de données quantitatives est un processus systémique qui doit être planifié avec soin pour garantir la validité et la fiabilité des résultats. À cette étape, il faut vraiment définir des objectifs de recherche. Avant de commencer, il est crucial de définir clairement ce que vous voulez mesurer et les questions auxquelles vous souhaitez répondre. Cela vous aidera à choisir la méthode de collecte la plus appropriée et à concevoir vos instruments de mesure. Le choix de la méthode de collecte. Il existe plusieurs méthodes pour collecter les données quantitatives, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients. L'enquête et les questionnaires, l'observation contrôlée, l'analyse de données existantes. Autre technique de collecte de données, l'échantillonnage. Pour qu'une étude soit pertinente, l'échantillon de personnes interrogées doit être représentatif de la population totale que vous étudiez. Un bon échantillonnage permet de généraliser les résultats de l'étude à l'ensemble de la population. Analyse de données quantitatives. Une fois que les données collectées, l'étape suivante consiste à les organiser et à les analyser pour en tirer des conclusions. L'analyse de données quantitatives repose sur des techniques statistiques. La collecte et l'analyse de données quantitatives constituent une approche vraiment rigoureuse et structurée pour comprendre le monde qui nous entoure en nous appuyant sur des preuves numériques. Le plaidoyer basé sur des preuves. Un plaidoyer basé sur des preuves ou plaidoyer factuel est une approche vraiment stratégique et efficace pour influencer les politiques, les pratiques et les opinions en s'appuyant sur des données de recherche et des analyses fiables, au lieu de se fonder sur des arguments émotionnels ou des opinions personnelles. Cette méthode utilise des informations concrètes pour démontrer la pertinence et l'urgence d'une cause. Utilisez les statistiques pour renforcer votre argumentaire. Il est judicieux d'utiliser les statistiques pour renforcer un argumentaire. Elles donnent du poids à ce que vous avancez et rendent votre discours plus crédible et objectif. Voici comment vous pouvez procéder. Identifiez le bon type de statistiques. Statistiques descriptives. Elles décrivent une situation comme le pourcentage de personnes qui utilisent un produit. Par exemple, 90% de nos clients ont déclaré être satisfaits. Statistiques indifférentielles. Elles permettent de tirer les conclusions sur une population plus large à partir d'un échantillon. Par exemple, une étude qui prédit le comportement d'achat futur des consommateurs. Statistiques de corrélation. Elles montrent le lien entre deux variables. Par exemple, il y a une corrélation entre le nombre d'heures d'études et la note obtenue à l'examen. Choisissez des sources fiables, des organismes officiels, des études universitaires, des instituts de sondage reconnus, des rapports d'entreprise pour étayer vos argumentaires. Mettre les statistiques en contexte, raconter une histoire. Ne vous contentez pas de balancer des chiffres. Expliquez ce qu'ils signifient et en quoi ils sont importants pour votre argumentaire. Par exemple, au lieu de dire 50% des entreprises échouent, dites plutôt 50% des nouvelles entreprises n'atteignent pas leur 3e année, ce qui souligne l'importance d'une planification financière solide. Utilisez des comparaisons. Comparez vos statistiques à un autre chiffre pour donner de la perspective. Par exemple, le marché a augmenté de 15%, ce qui est 3 fois plus que l'année dernière. Visualisez les données. Les graphismes, histogrammes, camembert, courbes et les tableaux rendent les statistiques plus faciles à comprendre. En suivant ces étapes, vous pouvez utiliser les statistiques pour construire un argumentaire solide et convaincant qui s'appuie sur des faits plutôt que sur de simples opinions. Cartographie et visualisation des données. La cartographie et la visualisation des données sont des disciplines essentielles pour comprendre, analyser et communiquer des informations complexes. Elles transforment des ensembles de données brutes en représentations visuelles qui révèlent des modèles, des tendances et des relations géographiques. La cartographie de données, elle consiste à représenter des informations sur une carte géographique. C'est un outil puissant pour l'analyse spatiale. Les cartes ne sont pas de simples images statiques. Elles sont des interfaces interactives qui permettent d'expliquer des données selon leur emplacement, tandis que la visualisation de données est un domaine vraiment plus large qui se concentre sur la création de représentations graphiques pour tout type de données, qu'elles soient géographiques ou non. L'objectif,
est de rendre les informations compréhensibles et accessibles. En résumé, la cartographie et la visualisation de données sont des compétences cruciales dans un monde de plus en plus axé sur les données. Elles transforment des chiffres et des statistiques en récits visuels qui facilitent la prise de décision. 6. L'éthique de la recherche dans les contextes sensibles. L'éthique de la recherche dans les contextes sensibles est un domaine complexe qui exige une attention particulière de la part des chercheurs. Un contexte sensible, c'est un environnement de recherche qui peut impliquer des risques pour les participants, les chercheurs ou d'autres personnes et qui portent sur des sujets vraiment délicats, potentiellement stigmatisants ou illicites. Définition d'un contexte sensible. Les terrains sensibles ne se limitent pas à des zones de conflit ou de guerre. Ils peuvent inclure des sujets de recherche délicats, des populations vulnérables, un environnement politique et social à risque. Les principes de base de la recherche s'appliquent de manière renforcée dans un contexte sensible. Le consentement doit être éclairé. C'est un principe crucial, mais sa mise en œuvre peut être particulièrement difficile. Le chercheur doit s'assurer que les participants comprennent pleinement la nature de la recherche, les risques potentiels et leur droit de se retirer à tout moment sans préjudice. Dans des contextes où la coercition est possible, où les participants ont une capacité d'action limitée, une attention toute particulière doit être portée. Il faut penser à la confidentialité et à l'anonymat. La protection des données et de l'identité des participants est primordiale. Dans un contexte sensible, même des informations indirectes peuvent permettre d'identifier la personne et la mettre en danger. Il est essentiel de s'assurer que les données ne peuvent pas être retracées et de réfléchir aux moyens de protéger l'anonymat, même si cela peut limiter certaines formes d'analyse. La bienfaisance et non-malfaisance. Le chercheur doit minimiser les risques de préjudice pour les participants et les communautés étudiées. Il doit également veiller à ce que la recherche soit bénéfique et ne contribue pas à la stigmatisation ou à l'exploitation. Il est parfois nécessaire de prévoir des mécanismes de soutien ou d'orientation vers des recherches pour les participants. Réflexivité du chercheur. Le chercheur doit être conscient de sa propre position et des pratiques de pouvoir qui existent sur le terrain. Il doit se questionner sur les effets de sa présence et de sa recherche sur les personnes et l'environnement. Quels sont les enjeux pratiques? La recherche en contexte sensible soulève de nombreuses questions pratiques. La sécurité du chercheur, le rôle des comités d'éthique, la restitution des résultats, le partenariat avec les communautés. En résumé, l'éthique de la recherche en contexte sensible est une démarche constante de réflexion, de prudence et de responsabilité. Elle dépasse la simple application de règles pour devenir une posture de recherche qui met en priorité la sécurité, la dignité et le bien-être des personnes impliquées. Il faut penser à déconstruire une désinformation. Déconstruire une désinformation, c'est un processus essentiel pour exercer son esprit critique et ne pas se laisser manipuler. Voici une méthode en plusieurs exemples pour y parvenir. Identifier les signes d'une possible désinformation. Il y a des titres accrocheurs ou sensationnels. Ces titres sont souvent en majuscules avec des points d'exclamation ou des titres qui créent un choc émotionnel sont souvent des signes d'alerte. L'absence de sources ou des informations de sources douteuses. L'article ne mentionne pas, par exemple, des sources ou les sources sont des sites peu connus. Le langage émotionnel est partisan. L'objectif n'est pas d'informer, mais de susciter une réaction. Le ton est souvent accusateur et manque de neutralité. Les erreurs de grammaire et d'orthographe. Des images ou des vidéos décontextualisées. L'appel à l'action. L'information incite fortement, partagée massivement ou à alerter ses contacts. Vérifier les faits et les sources. Rechercher la source originale. Croiser les informations. Utiliser des sites de fact-checking pour vraiment vérifier les informations. Faites des recherches inversées d'images. Comprendre les mécanismes et le contexte. Quel est l'objectif? La désinformation n'est toujours pas le fruit d'une erreur.
Elle peut avoir pour but de manipuler l'opinion, de discréditer un adversaire, de semer la discorde ou même de générer des clics et de la publicité. Qui est derrière cette information? Cherchez à comprendre. S'agit-il d'un État, d'un groupe politique ou bien d'une entreprise ou même d'un individu? Quel est le contexte? Développer son esprit critique, prendre du recul, se méfier de sa propre bulle de filtre, s'éduquer aux médias et à l'information. En résumé, il faut retenir que le choix de l'outil dépend de nombreux facteurs, notamment la nature des données, qu'elles soient quantitatives ou qualitatives, la taille du jeu de données, le budget et le niveau de compétence de l'utilisateur. Ainsi s'achève notre exposé sur les outils de recherche et de données. À bientôt pour une nouvelle session.